Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve dans une ambiance lumineuse un petit peu plus creepy parce que il n'y a pas du tout de luminosité ce week-end donc j'essaye de tourner quand même. J'ai essayé de faire une lumière avec ce que j'ai à la maison. J'espère que ça fera pas trop de pixels chez vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le point lecture de novembre. Donc en novembre, j'ai lu 12 livres. Donc je vais commencer ce point lecture avec 2 livres. J'attendais quelque chose de ces romans. Et puis au final, c'est pas ce que j'en attendais. Ça a été des bonnes lectures, même si oui, effectivement, c'était un peu décevant. Donc on va commencer par Les Océans stellaires de Loïc Henry qui m'a été envoyé par Scrineo. Donc là, on est dans un monde de science-fiction. On va suivre Luli qui est une explo. En fait, dans ce monde-là, les explos sont des espèces de mercenaires qui vont être payés pour découvrir des seuils, c'est-à-dire des portes entre les mondes, entre les planètes qui se situent au fond des océans. Donc en gros, elle a son vaisseau, voilà, elle va explorer les fonds marins pour découvrir des portes entre les planètes. Elle va être elle va s'associer à un duo Yelin et Zurd. Enfin, c'est un nom nordique donc c'est compliqué à prononcer. Voilà, donc elle va s'associer à ce duo pour découvrir les seuils. Ensuite, on va avoir tout ce qui gravite autour des sphères politiques, des 3 sphères politiques de ce monde. Donc il y a la Ligue, la Fédération et l'Empire. 3 organismes politiques qui régissent chacun des planètes. Le problème, c'est que ça se tire un peu la bourre. Et, euh, et voilà, donc il y a des gens en fuite, il y a des complots, il y a des espèces extraterrestres intelligentes, donc qui s'appellent les sentients, qui sont des espèces de poulpes et qui communiquent avec deux jeunes gens qui, eux, sont... Bref, c'est des télépathes. Et en fait, ils arrivent à communiquer et à ressentir les émotions des gens, qu'ils soient humains ou extraterrestres. Ils sont chapeautés par une éthologue qui s'appelle Stella, qui, on va le découvrir, a un lien avec Lully au cours du livre. Bref, c'est hyper foisonnant, comme vous voyez, le pitch est vraiment très 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 dense. Il y a plein de choses. Le problème, c'est que ça prend pas vraiment son temps de tout expliquer. Il y a plein de questions qui restent à la fin du roman. L'avantage, c'est que les chapitres sont extrêmement courts, donc ça se lit très bien. Mais voilà, c'est complexe à aborder. Les relations avec les personnages sont à peine ébauchées, les histoires aussi, et je trouve ça vraiment dommage parce que concrètement, ça aurait mérité, voilà, c'est 400 pages, ça aurait mérité 2 voire 300 pages de plus de contextualisation sur ce monde pour que ça soit vraiment bien développé et puis que on soit pleinement dans l'univers, quoi, parce que là, on n'a même pas le temps d'y être que c'est déjà fini. Voilà. Et la fin, du coup, arrive très très vite et de façon un peu abrupte. Et un petit peu convenue aussi, j'ai trouvé. Donc c'est dommage. Ça reste une bonne lecture, mais j'aurais vraiment aimé que Loïc Henry fasse un purée de pavés de science-fiction et voilà, qui nous embarque, quoi. Qui nous fasse un truc à la Frank Herbert dans Dune qui fait 4-5 tomes et vas-y, enfin fais 4-5 tomes sur ce thème-là, il n'y a pas de souci, quoi. Là, on a un univers phare qui peut faire je sais pas combien de tomes de SF. Bref. Ensuite, je vous le mettrai ici parce que je l'ai lu en audio et que je l'ai rendu. J'ai lu Le bal des folles de Victoria Mass. Donc ensuite, je vous présenterai pareil, ça sera dans un autre cadre qui a été une excellente lecture. Donc la BD Bergère guerrière, le tome 2, La menace. On passe ensuite à 5 lectures jeunesse.
Donc la première, je vous la mettrai ici parce que je l'ai en numérique, enfin je l'ai reçue en numérique de la part des éditions Didier Jeunesse. C'est L'herboriste de Haute-Forêt de Nathalie Sommers. C'était une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture parce que c'est extrêmement simple. Ça se lit tout seul, l'aventure est très intéressante. Le fait qu'on suive le jeune Iben sur ce périple pour découvrir le secret caché par sa mère est vraiment très intéressant. Et la fin, les péripéties de la fin sont très sympas, notamment au niveau des pouvoirs qui sont conférés par les plantes. J'ai vraiment bien accroché, c'est assez riche en action. Ensuite, j'ai lu en emprunt, alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose, je vais essayer de le poser comme ça, voilà. La bataille du tribulbus de Gilles Habillet, donc illustré par Minnie Ludwin, sachant qu'il y a des illustrations à l'intérieur, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc on est sur un roman de piraterie classique. J'ai su que ce roman était un tome 2 quand je l'ai entamé en fait. Je ne savais pas que c'était une série parce que c'est marqué nulle part. En fait, on va suivre une bande de gamins qui s'appellent les coquins, qui sont sur une île déserte et qui vont essayer de rejoindre le comptoir de la Fesse Plate pour mettre à l'abri leur trésor, tout simplement. Donc on apprend assez rapidement que dans le tome 1, ils ont mis à l'échec un commandant espagnol, je crois, et son équipage, qui l'ont enfermé sur l'île. Ils vont se retrouver sur la mer, il y a des batailles de bateaux interposés à coups de canon, il y a un passage de naufrage, de perdition en mer. C'est assez caustique au niveau du ton. On est tout à fait dans un roman très jeunesse pour le coup. Au niveau du style, hein, c'est très abordable. Les illustrations sont très mignonnes et puis ça se lit tout seul en fait. C'est un roman d'aventure, vraiment tout ce qui est plus basique, mais très intéressant à lire. Moi, c'est un bon roman de détente, pas très de saison, mais voilà, ça passe et ça se lit vraiment tout seul. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Ulysse Moore, La boutique des cartes perdues de Piero Domenico Baccalario. Donc cette série-là et cet auteur-là, ça fait un moment que je vous en parle. Donc là, Ulysse Moore, on va suivre 3 ados, jeunes, enfin c'est des enfants quoi. C'est vraiment des enfants je crois. Ils ont 10 ans, un truc comme ça, donc c'est pas très... c'est pas des ados en fait, des pré-ados. Donc 3 enfants, Rick, Julia et Jason. Donc Julia et Jason sont jumeaux, Eric et leur ami. Ils vivent dans un manoir qui a été autrefois celui d'un explorateur, donc Ulysse Moore. Ils vont se retrouver dans ce deuxième tome à avoir, donc à la fin du premier, ils avaient découvert un espèce de bateau. Et là, ils sont sur le bateau et ils arrivent en Égypte ancienne par un stratagème qui s'appelle les portes du temps. Et là, en Égypte, il va y avoir quelques soucis, notamment avec la fameuse, c'est Olivia Newton, qui est une agent immobilier qui cherche à tout prix à vendre en fait le manoir, qui va les poursuivre jusque là-bas. Et j'aime bien cette série d'aventures, ça se lit extrêmement facilement, il y a des en-têtes de chapitres très sympas. Voilà, ce genre d'en-tête de chapitre où il y a des dessins, des gravures, des choses comme ça, du carnet de Ulysse Moore. Donc c'est une très bonne série d'aventures, j'ai hâte de continuer les suivants, je crois que j'en ai 5 ou 6. Par contre en français ont été traduits, je crois qu'il y a 16 tomes en tout et je crois que seulement 12 ont été traduits en français. Le reste est encore en italien et je ne sais pas si ça sera traduit parce que ça date un peu, donc à voir. Moi j'en ai 6 ou 7 en attente, donc ça va s'enchaîner. Ensuite, je vous montre les deux. Je les ai encore, donc c'est mes emprunts médiathèque. J'ai relu en audio
le tome 1 et le tome 2 de Percy Jackson, donc le voleur de foudre et la mère des monstres. Donc Percy Jackson, pour vous faire un peu un pitch, pour ceux qui n'auraient pas vu l'adaptation film, d'ailleurs lisez les livres, parce que les films, c'est un bon divertissement pour le premier, une catastrophe pour le second, pour ma part. Et les livres sont super bien. Voilà, les livres sont tous dans la même veine que le premier film, en fait, très divertissant et sur un ton un peu humoristique. Donc on va suivre le jeune Percy qui a beaucoup de soucis à l'école parce qu'il est dyslexique et qu'il souffre d'un trouble du déficit de l'attention. Puis il a ça et le problème c'est que il se fait renvoyer de tous les collèges dans lesquels il est parce qu'il faut savoir que Percy au départ a 12 ans. Il se retrouve un jour dans une excursion au musée et en fait sa professeure de maths qui ne peut pas le voir l'isole dans une salle et se transforme en une espèce de créature qu'il n'arrive pas à définir. Et voilà, essaye de l'attaquer et au final il s'aperçoit après que c'est une harpie et que lui est le fils d'un dieu et d'une mortelle. Donc sa mère, Sally Jackson, est un dieu indéterminé. Donc ça va poser un petit peu de souci de savoir que Percy est en vie. Donc dans le premier tome, on va avoir pas mal de choses autour de Méduse, autour de des stratégies d'Aphrodite et Arès pour se retrouver ensemble, de choses sur le fils d'Hermès, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans le deuxième tome, on est sur la mer des monstres, donc là on va partir à la recherche de la toison d'or, donc sur l'île déserte du cyclope Polyphème dans la mer des monstres, qui est située sans surprise dans le triangle des Bermudes. J'aime beaucoup ce principe de à chaque tome on cible sur quelque chose. Là on va plus justement avoir une aide de la part du dieu Hermès et de la part de Poséidon aussi. Troisième, je l'ai fini, je vous le présenterai dans le point lecture de décembre et je pense que je vous présenterai la fin de la série en fait dans le point lecture de décembre parce que là je suis actuellement sur le quatrième et ça se lit extrêmement vite. Le style est très sympa, c'est très dynamique en fait au niveau de l'action, ça se perd pas en conjecture, il faut pas chercher de la vraisemblance parce que franchement certaines actions, on se dit ouais d'accord, bon c'est des fils de Dieu, c'est normal, tout va bien. C'est une série jeunesse qui s'adresse à des jeunes ados et à des amateurs de mythologie et d'aventure parce que franchement ça se dévore quand on est fan de mythologie. Moi je sais que je les enchaîne quoi, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et il y a beaucoup d'humour parce que le personnage de Percy est quand même très maladroit. Et les autres personnages qui l'entourent, que ce soit son ami Grover ou Annabeth, le trio est vraiment très équilibré, peut faire beaucoup penser au trio de Harry Potter, parce que Percy a un petit côté Harry quand même. Grover a un petit côté Ron et Annabeth a un petit côté Hermione. Donc voilà, pour les amateurs de Harry Potter, voilà, vous avez un trio qui peut faire penser au trio de Harry Potter sans souci, version mythologie. Voilà, donc une série que je conseille parce que si vous êtes amateur de mythologie et d'aventure et de récits jeunesse, lancez-vous parce que c'est vachement bien. Et la version lue par Benjamin Bollen, si vous la trouvez en médiathèque, elle est facilement trouvable parce que c'est sorti il y a un petit moment. Et franchement, il a une façon de lire qui est très dynamique et très intéressante dans cette version chez Audiolib. On passe ensuite à un roman historique que j'ai adoré. De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen. Ça, c'est la version au livre de poche. J'ai découvert cette histoire par le film
avec Reese Witherspoon et Robert Pattinson, qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais beaucoup aimé, qui était très beau, très émouvant. Là, on est sur la même histoire, hein, sauf que le curseur est beaucoup plus pointé sur le côté historique que sur le côté romance. On a la romance de Jacob, je vais vous faire un peu le pitch quand même, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc on va suivre Jacob Jankowski, qui est un vieil homme, très vieil homme, qui doit avoir plus de 90 ans, qui est dans une maison de retraite et qui va se rappeler de sa vie quand il était jeune, donc dans les années 20, aux États-Unis. Et en fait, il a passé son concours de vétérinaire et le jour de son concours, il apprend que ses parents se sont tués dans un accident de voiture, ce qui fait que, étant boursier, il n'a pas du tout de moyens pour continuer tout ça. Il arrête complètement son concours, il part de la salle d'examen et du coup ne valide jamais son diplôme. Et il part sur les routes parce que la maison a été mise en vente, en hypothèque, pour payer ses études justement par son père qui ne lui a pas dit bien sûr. Donc il est obligé de faire sa valise et de partir sur les routes. Il croise un train, il saute dans le train et là il se retrouve en fait dans un cirque, dans les cirques ambulants qui avaient cours à l'époque aux États-Unis et qui rassemblaient toutes les personnes complètement perdues, qu'elles soient perdues ou de peu de moyens dans leur rang en fait, comme machiniste, comme mécanicien. Et lui, avec ses compétences, réussit à se faire embaucher en tant que vétérinaire dans le cirque des frères Benzini. Et là, il va rencontrer la belle Marlène, qui est une artiste équestre, mais pas que, vu que le directeur du cirque a décidé quasiment en même temps que d'embaucher Jacob d'acheter une éléphante à un autre cirque en faillite, donc une éléphante qui s'appelle Rosie. Et en fait le lien qui va se créer entre ces trois personnages dans le roman est absolument vraiment très touchant et très fusionnel en fait. Il y a beaucoup de choses dans ce roman, beaucoup plus que la romance elle-même. Il y a tout ce qui est le contexte historique de la prohibition aux États-Unis, la Grande Dépression, le côté, les gens qui sont miséreux sur les routes, la famine, parce que dans ce cirque, vraiment peu de gens mangent à leur faim et sont traités de façon correcte. Il y a vraiment une maltraitance du personnel qui est absolument ignoble. Et il y a le personnage de Auguste, qui est le mari de Marlène. Il a un côté horrible et en même temps, il a un côté double face en fait. Il a un côté très exubérant, très charmeur et un côté où il bat sa femme, où il bat ses employés, où il tape des colères pas possible, il bat l'éléphant comme c'est pas permis, enfin c'est ignoble. Il y a des scènes franchement de torture de cet animal qui est absolument assez insoutenable. Quelque part on n'est pas loin du pervers je pense, on n'est pas loin du pervers narcissique qui appuie bien sur tu vois ce que tu me fais faire, enfin voilà, des choses comme ça. C'est vraiment un roman très riche avec des photos en fait. Sarah Gruen, c'est son premier roman je crois, et elle a pris des photos. Je sais pas si j'arriverai à vous en trouver une. Voilà, des photos d'époque en fait. Elle s'est basée sur des clichés d'époque des cirques et sur plusieurs anecdotes des cirques de l'époque. Parce que, notamment sur Rosie, il y a plusieurs éléphantes qui font le personnage de Rosie. Pareil, le cirque des frères Benzini a réellement existé, mais l'accident qui est raconté, un des accidents qui est raconté n'est pas celui des frères Benzini, mais celui d'un autre cirque. Elle a amalgamé plusieurs choses des cirques de cette époque
pour faire son histoire, et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça amène du piment à l'histoire tout simplement. Et l'alternance des chapitres entre ce Jacob Jankowski qui est un petit peu aigri dans une maison de retraite et un petit peu bougon, qui se rappelle ses souvenirs qu'on sent partir en fait dans sa mémoire, et le vif du sujet de sa jeunesse, ça amène un petit côté nostalgique supplémentaire que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Franchement, c'est vraiment très très prégnant. Beaucoup plus que dans le film, parce que dans le film, il y a vraiment que très peu de scènes où on le voit vieux. Alors que là, ça émaille vraiment le récit, et c'est des chapitres très courts en fait quand il est vieux par rapport aux autres chapitres où c'est un petit peu plus long. Du coup, ça donne vraiment un bon rythme au roman, et c'est vraiment une grande réussite, un très bon roman historique pour le coup. Et on va finir par mes 3 coups de cœur du mois de novembre. Donc le premier, je vous le mettrai ici parce que je l'ai écouté en livre audio, je crois que c'est toujours chez Audiolib, et je l'ai redonné à la médiathèque. C'est L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva. Donc là encore, je vais vous laisser avec mon avis que j'ai déjà préparé. Le suivant, qui sera aussi dans la vie, vous verrez la vie, c'est Ma vie a changé de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des loisirs, collection Medium Club. Voilà, donc ça c'est un gros coup de cœur du mois. Et on termine avec celui-ci. Donc ça c'est le livre que j'ai retenu de mon mois de novembre. C'est Le Jardin arc-en-ciel de Ito Ogawa, publié chez Piquet Poche. Là on est sur un roman contemporain japonais où on va suivre 2 femmes, donc Izumi qui est une jeune mère de famille et Shiyoko qui est une jeune lycéenne. Elles vont se rencontrer sur un quai de gare et elles vont avoir un coup de foudre tout simplement l'une pour l'autre et décider de s'enfuir ensemble. Izumi va vite se rendre compte que Shiyoko est enceinte. Elles vont décider d'élever en fait leurs enfants respectifs ensemble. Donc Izumi a un très jeune garçon qui s'appelle Sosuke. Et du coup, la petite fille de Shiyoko va être prénommée Takara. La construction de ce roman est vraiment très intéressante parce qu'on est sur les 4 points de vue consécutivement. Et en fait, on va les suivre dans le temps, de la plus âgée à la plus jeune. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par Izumi. Ensuite, on va avoir le point de vue de Shiyoko, puis celui de Sosuke, et enfin celui de Takara. Et l'originalité, c'est que ça avance dans le temps. Chaque épisode de leur vie vont être racontés par quelqu'un de différent. Et c'est d'une douceur infinie. C'est une histoire d'amour magnifique entre ces 2 femmes. Une histoire d'acceptation de la société, de leur amour, de leur différence, de leur volonté de vouloir élever leurs enfants ensemble. Il y a une espèce de cocon qu'elle se crée dans ce village reculé au Japon. Il y a des scènes absolument sublimes avec de la neige qui tombe. C'est une histoire d'arc-en-ciel lunaire à Hawaï. Il y a vraiment des choses et des scènes de bouffe, forcément. Voilà. Comme dans tout bon roman japonais contemporain, il y a des scènes de bouffe et franchement, on a l'odeur du café dans le nez, c'est vraiment des choses comme ça qui restent à la lecture de ce roman et même après. L'odeur du café frais, c'est vraiment le souvenir qui peut rester de ce roman. Un très très beau roman, très émouvant, qui prend son temps parce que les 3 premières parties sont très lentes. Ça s'écoule très doucement, c'est très doux. Et la dernière va vous retourner comme une crêpe. Enfin, moi, m'a retourné comme une crêpe. J'avais vraiment les larmes aux yeux, c'était terrible. Voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. C'est d'une émotion très très forte et
Et voilà, un style comme d'habitude chez Ito Ogawa, j'avais adoré le restaurant de l'amour retrouvé. Et là, celui-ci, c'est la même chose. Une grosse claque et un vrai coup de cœur. J'ai vraiment hâte de lire les autres romans de cette autrice parce que franchement, c'est quelque chose. Donc si vous aimez tout ce qui est, tout ce qui est roman contemporain déjà, qui est représentation, et puis le côté narration de, enfin, vie de famille, avec tout ce que ça peut engendrer de joie et de peine. C'est vraiment fait pour vous, parce que c'est vraiment une réussite ce roman. Et voilà, c'est fini pour ce point lecture de novembre. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus, si je vous ai donné envie de les lire, et vous, ce que vous avez lu en novembre. Quel a été votre gros coup de cœur du mois de novembre. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.